simple sur le plan mécanistique, on va dire, mais qu'il faut savoir bien gérer. Et c'est ce que le professeur Cécile Vigneault de Rennes va nous expliquer. Merci. Avec Rennes, on est spécialisé dans l'assurance réelle par obstacle, qui n'est pas du tout plus simple, mais beaucoup plus dur, c'est pour ça qu'on l'a confié. Donc j'ai essayé, il y aura des toutes petites modifications par rapport à votre poly, pour deux raisons. D'abord parce que, vous savez, les professeurs, ça travaille toujours très en avance, et d'autre part parce qu'il y a un petit cas à la fin dont je ne vais pas vous donner les réponses. Alors, Gérard, j'ai 73 ans, consulte aux urgences le 11 décembre 2012 pour une assurance rénale avec une hypercalémie à 6000 mol par litre. Son bilan a été fait parce qu'il a eu une intervention chirurgicale du genou qui est prévue la semaine prochaine, et donc l'anesthésiste avait demandé un bilan qui retrouve ça, et donc le médecin traitant l'envoie directement aux urgences en disant à Gérard qu'il va sûrement avoir besoin de dialyser avec 6 de potassium. Au passage, il ne fait rien d'autre que de l'envoyer aux urgences, il ne lui donne pas un petit peu de cake salade au passage. Alors, les antécédents de Gérard, c'est une colectomie droite, une cure d'éventration secondaire, un adénocarcinome de prostate traité par radiochimiothérapie. Il a fait une fois un épisode de rétention aiguë d'urine il n'y a pas très longtemps après un geste sur son genou déjà. Et puis, donc ça c'était 15 jours avant l'intervention, 15 jours avant le bilan. Puis c'est rentré dans l'ordre, on lui a dit qu'il faudrait certainement l'opérer de sa prostate un jour. Et puis il est sorti donc le 2 décembre, et ses autres antécédents médicaux, une hypertension, une insuffisance veineuse, quelques extrasystoles, une rupture de coiffe et une stéotomie de valugisation des 2 genoux. Donc il est sorti le 3-12 après sa... Non, pardon, il a été opéré de sa résection transurotérale de prostate le fin novembre, il est sorti. Et puis le bilan en ville pour la consultation d'anesthésie retrouve une créate à 110 mg par litre, parce que c'est un labo un peu dans la campagne, ce qui fait 994 micromoles par litre. Oui, c'est pour les Lillois, ça, la campagne. Mais il n'était pas de Lille, il était de la Mayenne. Ça peut le préparer. Les créatinines antérieures que vous retrouvez, vous voyez, il a des créatinines en milligrammes par litre, puisque toujours dans son labo de Mayenne, et je vous les ai volontairement mis comme ça, parce que à Lille, on sait lire les milligrammes, mais le reste de la France ne sait pas trop lire, et on peut se tromper, quand on voit 50 milligrammes, on peut se tromper avec 50 micromoles, c'est déjà arrivé. Et donc vous voyez l'évolution, le 50 mg c'était juste avant son intervention de prostate, le 6,8 juste après. À l'examen clinique, il n'a pas d'oligurie, il n'a pas de douleur abdominale, pas de modification de son traitement, pas de scanner injecté, pas de syndrome infectieux, et la notion de diarrhée, une selle toutes les 2 heures, chez un patient qui est traité par Forzard. À l'examen clinique aux urgences, vous voyez pas grand-chose, il est plutôt un peu hypertendu, 16-10, coopérant, il ne décrit pas grand-chose, il a un abdomen souple, pas de signe fonctionnel urinaire, enfin, pas grand-chose. Et puis son bilan biologique, j'espère que vous le voyez au fond, mais sinon vous le voyez peut-être sur les diapos. Il a 136 de natrémie, 6 de potassium, 15 de bicard, 34 d'urémie, 211 de créatinine et 2,45 de calcium en millimol, 2,37 de phosphore. Donc tout ça c'est du vrai. Hein. À 0h30, on lui fait du furosémide 80 mg, on lui met de l'insuline parce qu'il a 6 de potassium, et du bricanil parce qu'il a 6 de potassium. À 1h44, il se plaint d'une douleur abdominale et je vous ai mis exactement ce qui est marqué dans le dossier des urgences. L'infirmière est prévenue. À 6h46, on lui fait le bilan du matin et là, il a 5,4 de potassium, 16 de bicard, 1373 de créatinine, le reste n'a pas énormément changé. Là, à 8h14, on demande une écho urinaire. Alors, quel traitement vous auriez mis en place? Vous auriez fait pareil que l'interne des urgences, au dodo, un peu d'insuline et au dodo. Alors, le traitement, il commence réellement à 8h du matin. On lui met une sonde urinaire, on voit si sans cesser d'urine, donc on clampe, les urines sont claires, on déclampe une demi-heure après. Là, les urines sont hématuriques. On vide 1,6 litre
À 10 heures, les urines sont toujours hématuriques, on vide à nouveau 1,2 litre supplémentaire. À 11 heures, les urines sont toujours hématuriques et on vide 1,6 litre. Et là, quand même, à 13 heures, on appelle le docteur C, parce qu'on a quand même vidé 4 litres 450 et qu'il est prescrit G5 1 litre toutes les 6 heures. Donc le message que je voulais vous faire passer, c'est que c'est un traitement d'urgence. Hein, on n'attend pas, finalement, ce malade, il a attendu 12 heures avant qu'on le traite correctement. Doit être évoqué, donc une insuffisance rénale obstructive, vous le savez, doit être évoquée dans toute insuffisance rénale. Le plus souvent, le malade est anurique, mais pas toujours, il faut se méfier. On a un certain nombre de malades qui pissent par engorgement. La cause la plus fréquente d'insuffisance rénale par obstacle, c'est c'est les obstacles prostatiques, et donc les malades peuvent pisser par engorgement, ont l'habitude d'avoir de la dysurie, et donc ne vont pas forcément vous le signaler. Je vous rappelle également que l'insuffisance rénale obstructive, elle survient si vous avez un obstacle bilatéral sur 2 reins qui marchent bien, et si vous avez un obstacle unilatéral sur 2 reins qui marchent mal, vous aurez aussi une aggravation de l'insuffisance rénale. Donc la présentation clinique, c'est 10% des insuffisances rénales aiguës sont des insuffisances rénales obstructives. Il faut chercher un contexte, mais qu'on ne va pas toujours trouver. La lithiase, encore une fois, là, il faut plutôt une lithiase bilatérale ou sur rein unique. Ça donne rarement des insuffisances rénales obstructives, la lithiase, parce que c'est plutôt les sujets plus jeunes et avec une fonction rénale normale et plutôt unilatérale. Le cancer du petit bassin ou digestif, ça c'est assez fréquent, notamment chez la femme. Les vessies neurologiques, il faut y penser, et là c'est le piège parce que souvent les patients pissent par engorgement. La chirurgie, toute chirurgie du petit bassin, les obstacles prostatiques que j'ai vu plutôt dans les cancers, mais j'aurais pu mettre aussi l'adénome de prostate. Et puis le prolapsus, il arrive d'avoir des insuffisances rénales aiguës obstructives sur prolapsus chez les femmes. L'insuffisance rénale est anurique le plus souvent, mais pas toujours. Attention, vraiment en omission par engorgement. L'examen clinique est important, mais souvent difficile, parce que vous avez du mal à examiner un malade qui a une colique néphrétique. C'est pas toujours évident de retrouver un globe. Il faut se méfier, vous le savez, d'un globe devant un tableau d'agitation ou de confusion. Il faut faire les touchés pelviens, mais c'est souvent difficile au moment où le malade est agité et arrive aux urgences. On a maintenant dans pratiquement tous les services d'urgence des bladder scans qui peuvent vous permettre d'avoir un scan, ou surtout il faut demander l'écho rapidement au moindre doute. Les examens paracliniques, donc l'écho elle est urgente, elle va vous confirmer la dilatation des cavités piélo-calicielles. Il faut se méfier, on peut avoir une simple hypotonie, voire des voies urinaires normales, si on a un obstacle qui est très brutal ou un patient rapidement anurique. Vous n'aurez pas eu le temps de dilater les voies urinaires et on peut avoir de réelles insuffisances rénales obstructives à cavité non dilatée. Il faut se méfier, si vous avez un contexte qui est très en faveur, il faut quand même aller dilater. Vous n'aurez la preuve qu'une fois que vous aurez dérivé vos urines et que vous aurez vu l'évolution. L'écho, elle va permettre aussi de visualiser le globe, si on a un obstacle sous-vésical, ce qui est quand même assez fréquent, et de voir si les parois de votre vessie sont très épaissies en faveur d'une vessie de lutte. La lithiase, si c'en est une, la tumeur ou des caillots, tout ça qui peut être les causes de votre obstacle. Voilà une écho sans contexte de dilatation des cavités piélo-calicielles, là c'est facile. Les examens paracliniques, parfois le diagnostic qui nécessite un scanner, ou il est fait au scanner parce que le malade n'a pas forcément été bien examiné ou que l'examen clinique n'était pas évident. Scanner sans injection de produit de contraste, évidemment, si on est dans une insuffisance rénale aiguë. Ça va vous confirmer l'obstruction, la dilatation, et ça va souvent permettre de visualiser l'obstacle. Donc c'est parfois des scanners faits low dose pour lithiase qui vont voir l'obstacle. Attention, la visualisation précise de l'obstacle, pas la lithiase mais les autres, les cancers, nécessite très souvent un scanner avec injection qu'il faut évidemment différer. Je vous ai mis entre parenthèses l'UIV parce que ça traîne encore dans certains bouquins, mais on fait évidemment plus, peut-être à Lille, mais sinon on fait plus d'UIV dans les obstacles. Parce qu'à Lille, il parle encore en milligrammes, je me suis moqué d'eux. Il fallait bien se moquer de quelqu'un. Voilà le scanner qui avait été fait pour une colique néphrétique et qui découvre, vous voyez, un obstacle bilatéral
des cavités piélo-caliciennes qui n'étaient pas forcément cherchées au départ. Le traitement, je vous l'ai dit, c'est une urgence, c'est pas compliqué, il faut drainer les urines. De la manière que vous voulez, mais il faut drainer les urines pour dériver l'obstacle. Donc, si l'obstacle est sous-vésical, c'est évidemment une sonde vésicale si elle passe, un catécus pubien si ça ne passe pas, et si l'obstacle est plus haut, une sonde GJ, une sonde urétérale ou une néphrostomie. Il va falloir surveiller la reprise de diurèse. Vous n'êtes jamais sûr qu'une insuffisance rénale aiguë obstructive soit réellement aiguë et reprenne une diurèse, donc il va falloir surveiller le syndrome de levée d'obstacle dont on va parler et la récupération de la fonction rénale. Il faut évidemment traiter la cause qui sera le plus souvent dans un second temps. Alors je vous ai mis quelques exemples de sondes. Donc les sondes JJ, vous savez, c'est des sondes qui ont une petite boucle de chaque côté, qui vont des cavités piélo-caliciennes à la vessie et qu'on peut donc laisser en place un certain temps. Les sondes urétérales, ce sont des sondes droites qui vont des cavités piélo-caliciennes à l'extérieur. Vous voyez sur cette ASP, c'est des sondes qui ont le gros avantage de pouvoir permettre une diurèse séparée des deux reins, puisque vous pouvez en mettre une de chaque côté et une poche urinaire au bout. Donc vous pouvez voir exactement la diurèse séparée des deux reins et voir s'il y a un rein qui récupère mieux que l'autre, ce que vous ne pouvez pas faire en cas de JJ. L'inconvénient, c'est que c'est des sondes toutes droites, donc le malade ne peut pas trop se lever, surtout pas rentrer à la maison, et il y a un risque infectieux majeur, donc on ne laisse pas partir à la maison un patient avec des sondes urétérales. Et puis si ça ne passe pas par voie endoscopique, les chirurgiens mettent une sonde de néphrostomie, qui là se met directement dans les cavités piélo-caliciennes en percutané et permettent de dériver les urines, et là encore, d'avoir une diurèse séparée des deux reins si nécessaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de levée d'obstacle? Vous voyez bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, le syndrome de levée d'obstacle, vous n'allez pas l'avoir systématiquement. Comme je vous ai dit, il va falloir déjà vérifier que votre rein va repartir. Vous n'êtes jamais sûr, surtout en cas d'obstacles prostatiques, qui sont des obstacles chroniques, que vous avez une fonction rénale parfaitement normale en dessous et que vous allez donc récupérer. Donc, il faut regarder la diurèse, et il faut regarder si vous avez un syndrome de levée d'obstacle et compenser. Pourquoi on a un syndrome de levée d'obstacle? Vous savez qu'on a dans le rein un gradient osmotique cortico-papillaire qui va permettre la réabsorption finale de l'eau dans le tube collecteur. Vous allez, dans tout le rein, mais en particulier dans la partie terminale, vous allez avoir une réabsorption de l'eau en fonction de ce gradient. Si vous avez une hyperpression à cause de votre obstacle, vous allez perdre ce gradient corticomédulaire. Donc la hyperpression va entraîner l'arrêt de débititration glomérulaire, et la perte du gradient corticomédulaire, perte de l'action de l'ADH, et donc vous allez avoir un rein qui ne va pas pouvoir concentrer ses urines. Vous levez brutalement votre obstacle, vous levez cette hyperpression, vous permettez le débit de filtration glomérulaire se remettre, mais la perte de l'action de l'ADH et la perte du gradient corticomédulaire, elle ne va pas se rétablir en quelques minutes ou quelques heures même. Et donc vous allez avoir pendant un moment une polyurie hypotonique avec essentiellement du sel et de l'eau. Si vous ne compensez pas cette polyurie hypotonique, vous allez passer d'une insuffisance rénale obstructive à une insuffisance rénale fonctionnelle par déshydratation. Et notre patiente tout à l'heure qui avait pissé 4 litres sans que personne ne le regarde, risquait d'avoir, après son insuffisance rénale fonctionnelle, une insuffisance obstructive, une insuffisance rénale fonctionnelle. Donc là, le syndrome de levée d'obstacle, ça va vous donner une diurèse abondante par perte de la réponse à l'ADH, par une diurèse osmotique allurée. Il y a peut-être aussi des altérations cellulaires, surtout si ça dure, et peut-être l'accumulation de facteurs natriurétiques, mais on n'a pas beaucoup de preuves. L'insuffisance rénale obstructive n'étant pas un sujet de recherche majeur des physiologistes ou des néphrologues. Alors, comment vous allez compenser? On a vu que Gérard, il n'avait peut-être pas été suffisamment compensé, mais comment il aurait fallu le compenser? Ce qui est sûr, c'est que les patients sont très souvent avec une insuffisance rénale hyperkaliémique, qu'ils vont avoir une perte de sel et d'eau avec le plus souvent à peu près 100 mmol par litre de NaCl et avec une perte de potassium importante. Mais les quantités exactes, rien n'est moins sûr. Ni les quantités d'eau, ni les quantités de sel, ni les quantités de potassium. Donc pour compenser vos urines, ça va être assez compliqué puisque vous ne pouvez jamais prévoir
à l'avance, surtout sur un obstacle qui est peut-être chronique avec un rein qui est peut-être altéré, comment va évoluer le patient. Alors, est-ce qu'on a une formule magique? Ben, moi, j'en ai pas, personnellement, et je vais vous donner ma petite recette. Le premier jour, il faut compenser, tant que vous ne savez pas, par du salé isotonique ou du bicarbonate, les 2 premières heures, le temps de voir ce qui sort comme urine. Pas de potassium à ce moment-là, puisque vos patients sont très souvent hypercalémiques. Ce n'est pas la peine non plus de déclencher le plan sec pour l'hypercalémie, parce qu'ils vont baisser très très rapidement leur calémie. Donc, du calyxalate, oui, et ce malade aurait dû en avoir dès le médecin traitant, mais tout le reste, c'est quand même un peu gênant de faire une dialyse pour un globe. Et ça arrive parfois. Après 2 heures, vous avez des urines, donc vous pouvez voir si le patient reprend. Vous quantifiez la diurèse, ça va vous permettre de savoir quel volume il faut mettre. Vous faites un ionogramme urinaire sur l'échantillon, ça va vous permettre de savoir ce que vous devez mettre comme sel. Et vous faites un ionogramme sanguin pour voir où vous en êtes, essentiellement de votre calémie et de votre créate si ça commence à baisser. Et vous adaptez les apports toutes les 4 à 6 heures en compensant pendant le premier jour à 100%. Et vous arrivez, si vous avez un rein parfaitement normal en dessous et un obstacle assez aigu, très souvent à du G5 avec 4 grammes de sel et 2 grammes de potassium, mais pas toujours, notamment sur les obstacles chroniques. Les jours suivants, évidemment, il ne va pas falloir continuer à les compenser à 100%, parce que si votre malade a pissé 12 litres le premier jour et que vous lui apportez 12 litres, il va continuer à pisser 12 litres, et vous allez être un peu gêné. Donc il faut progressivement diminuer, compenser donc 100%, puis diminuer, compenser à 75, 50%, jusqu'à ce que vous arriviez à 2-3 litres par 24 heures et un ionogramme sanguin normal. Et vous réadaptez au ionogramme urinaire et au ionogramme sanguin, le ionogramme sanguin étant essentiellement fait pour suivre l'évolution de votre insuffisance rénale. Si vous avez une insuffisance cardiaque ou une surcharge majeure, parce que ces patients, je vous ai dit, c'est souvent des obstacles prostatiques chez les patients âgés qui n'ont pas forcément une fonction cardiaque parfaitement normale, vous n'allez pas commencer par leur passer 2 litres de bicarbonate ou de sérum-phi. Vous commencez par attendre la reprise de diurèse pour être sûr que vous avez une reprise de diurèse et une levée d'obstacles. Et vous compensez peut-être pas à 100% s'ils sont en surcharge, mais plutôt à 50 ou 75% et vous les surveillez de près. Vous pouvez éventuellement, si vous êtes riche et vous avez des soins intensifs, faire un guidage échographique pour guider la colémie et voir un petit peu où on en est si des patients ne sont pas forcément faciles à évaluer sur le plan global. Alors, plusieurs évolutions vont être possibles après le lever d'obstacles. Vous pouvez avoir une régression complète de la fonction rénale. C'est généralement les obstacles aigus avec une levée d'obstacles bien compensée. Vous pouvez avoir une régression partielle, c'est surtout les obstacles chroniques, donc beaucoup les obstacles prostatiques ou les tumeurs multibassin, avec en fait des lésions rénales déjà fixées et une insuffisance rénale qui ne va pas régresser complètement et pas forcément aussi vite qu'un syndrome de levée d'obstacles sur un rein sain. Ou si vous avez une transformation en insuffisance rénale fonctionnelle parce que vous avez mal compensé le syndrome de levée d'obstacles. Alors, si on revient à Gérard, à midi, donc avec le bon traitement qu'il avait eu, il avait toujours 5,3 de potassium, 1000 de créate, 80 de protides. Et vous voyez, on a son ionogramme urinaire. Et à 18h, là, il a été compensé correctement en suivant le ionogramme urinaire. Donc, il n'avait pas de potassium pour l'instant, parce qu'il avait toujours 5,3 et 4 grammes de sel. Et puis là, plutôt 4 litres de diurèse, même un peu plus, puisqu'on était en retard. Et donc, vous voyez que son ionosant s'améliore avec une kaliémie qui se normalise, une créate qui diminue très vite, puis une protidémie qui baisse puisqu'il a été réhydraté. Vous refaites un ionogramme urinaire, vous voyez qu'il a un petit peu moins de sel, il commence à avoir un peu plus de potassium, donc vous pouvez le compenser avec un peu de potassium pour qu'il garde une kaliémie normale, ce qui est le cas. Il continue à baisser sa créatinine, un potassium qui reste normal, une natrémie qui ne bouge pas et une protidémie qui s'est normalisée également parce qu'on a continué à le compenser à un petit peu plus que 100%. Donc le lendemain, vous voyez qu'il améliore rapidement sa fonction rénale avec une natrémie, une kaliémie qui ne bouge pas puisque vous avez compensé exactement ces apports. Et puis, il était hématurique. Qu'est-ce que c'est la fameuse hémorragie à vacuo dont on parle beaucoup, qui est une hémorragie vésicale sur des vessies très distendues, et on dit classiquement que c'est quand on fait un drainage rapide que les vessies saignent. Alors c'est probablement, c'est
probablement pas tout à fait exact. Les urologues reviennent beaucoup là-dessus. Alors, il y a deux écoles chez les urologues. Certains disent que c'est la distension vésicale qui saigne en fait quand on draine les urines et que donc de drainer rapidement ou pas rapidement, ça ne va pas changer grand-chose. D'autres disent que c'est les différences rapides de pression. Donc la moitié des urologues continuent à clamper tous les 500, l'autre moitié non. Bruno n'a pas été d'accord. Si, je suis d'accord avec la deuxième. La deuxième, je pense qu'il faut drainer les urines et que si ça doit saigner, ça... Ah, tu penses qu'il faut clamper? Moi, j'ai déjà vu. Je pense que ça existe. Oui, ça existe, mais je ne sais pas si le fait de clamper évite que ça... Parce que si c'est la distension qui fait saigner, c'est d'emblée la... Si c'est la distension qui fait saigner, tu as d'emblée l'hématurie au moment où tu draines. Et ça, c'est des malades qui vont développer une hématurie après un drainage rapide au bout de quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Je pense qu'il faut clamper. Je pense surtout qu'il faut surveiller ces malades. Et le fait de clamper, moi, je trouve qu'au moins on y retourne. Sinon, on met la sonde et personne ne va les voir. Je ne sais pas, les urologues ont l'air d'être très partagés. Donc, on vous communique ce partage. Alors, je vous ai rajouté un autre petit cas que vous n'avez pas, parce que sinon vous auriez les réponses. Enfin, je ne crois pas que vous avez. Non. Alors, encore un cas exact. Monsieur B est hospitalisé en septembre 2013 en uro avec une insuffisance, c'est pas chez nous, au départ, avec une insuffisance rénale aiguë, avec une créate à 800 micromoles par litre. On lui fait un scanner abdominal qui retrouve une urétéro-hydronéphrose bilatérale jusqu'au niveau des croisements des vaisseaux iliaques. Il a 2 JJ, vous voyez, le 9 septembre 2013. La créatine s'améliore jusqu'à 140 micromoles par litre en novembre. Et il rentre à la maison avec ses JJ sans voir de néphrologue. En décembre 2013, il développe une hypertension artérielle pour laquelle il est mis sous l'ERCAN à la SLX. Et en janvier 2014, on lui fait une IRM rénale qui retrouve une dilatation bilatérale des voies urinaires qui prédomine à gauche, avec une atrophie corticale à gauche. Et on retient le diagnostic de fibrose rétropéritonéale, avec un rein gauche considéré comme peu sécrétant. Il ne voit toujours pas de néphrologue. Le 17 février, on lui change chez Gigi, sa créatine est à 144. Le 26 mars, il a une créatine à 244, prescrite je ne sais pas pourquoi. Et le 9 avril, il est hospitalisé pour insuffisance rénale aiguë avec une créatine à 330 micromoles par litre. Et on nous dit à ce moment-là qu'il a des cavités légèrement dilatées à gauche, vous voyez, et que comme ce rein gauche était déjà très petit, de toute façon, c'est pas bien grave, c'est comme d'habitude, et que c'est donc pas ça qui explique les 440. Donc il est hydraté, on demande l'avis des urologues, ils disent non, dilatation résiduelle, unilatérale, trouvez autre chose pour le 440 de créatine. Donc après hydratation, vous voyez qu'il est arrivé chez nous, alors il avait 325 à ce moment-là, on l'hydrate, il baisse effectivement à 250. Alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui continue l'hydratation? Voyez-vous là? Ouais, quelques-uns. Qu'est-ce qu'il laisse sortir? Personne. Vous refaites une imagerie. Pas mal. Et vous demandez à l'urologue de mettre une néphrostomie. Pas beaucoup. D'autres solutions? Donc nous, on a continué l'hydratation, on a refait une imagerie, et on a dit à l'urologue, c'est dilaté, il faut mettre une néphrostomie. L'urologue refuse, parce qu'il dit dilatation modérée unilatérale. Vous continuez à hydrater, ça vous avez le droit de le faire sans l'avis de l'urologue. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez l'hydratation, vous laissez sortir, vous refaites une imagerie, vous pariez avec l'urologue une bouteille de champagne que la créate va baisser après la néphrostomie. Devant, il ne parie pas avec l'urologue, moi j'ai parié. Quelques-uns derrière. Donc, moi j'ai parié et j'ai réussi à le convaincre grâce à la bouteille de champagne. Et effectivement, la néphrostomie posée, le malade retrouve un petit peu plus que les 150 de créatine habituelle. Il a une sonde de néphrostomie bilatérale le 15 avril. Il fait un syndrome de levée d'obstacle essentiellement sur le rein droit, le rein qui n'était pas vraiment dilaté à l'imagerie. C'est devenu un tout petit peu plus dilaté avec l'hydratation, mais à peine. Mais il fait un magnifique syndrome de levée d'obstacle. J'attends toujours ma bouteille de champ d'ailleurs.
Donc je le rappelle. Donc le dogme d'une assurance rénale obstructive résulte d'une obstruction bilatérale ou unilatérale du rein unique. Elle est vraie si vous avez une fonction rénale parfaitement normale en dessous. Et si vous partez d'une créatinine habituelle à 200, ce qui vous fait un MDRD à 29, et que là, lui, il avait 330, ça faisait un MDRD à 15, donc il avait une insuffisance rénale sur un rein, et comme il partait d'une fonction rénale qui n'était pas bonne, bah, vous perdez en fonction rénale. Ce malade, il avait une fibrose rétropéritonéale, donc j'en profite, j'ai encore 2 minutes pour vous faire quelques notions sur la fibrose rétropéritonéale. C'est une maladie rare, mais moi j'ai l'impression qu'on en voit un peu plus qu'avant, avec une prédominance masculine entre 50 et 60 ans. C'est une fibrose inflammatoire périaortique qui va engainer les uretères et les organes sous-jacents, et qui est très fréquemment retrouvée à l'occasion d'une insuffisance rénale obstructive. On a plein d'étiologies actuellement, et dans 2 tiers des cas, on ne sait toujours pas, c'est dit idiopathique. Il faut s'en méfier aussi devant des signes complètement non spécifiques, un patient qui a mal au ventre, l'interaction en état général, c'est assez souvent des découvertes de scanner si on regarde bien le scanner. Le scanner, il va vous trouver ce tissu fibreux, homogène, bien limité qui engaine les vaisseaux, et l'IRM va vous retrouver un hyposignal en T1, un hypersignal en T2. Vous voyez là votre fibrose rétropéritonéale qui engaine l'aorte. Attention, parce que c'est pas si facile que ça à voir. Là, bon, là c'est manifeste, mais c'est pas toujours facile. L'imagerie peut être négative, et surtout négative si vous recherchez si vous n'avez pas posé la question spécifiquement à votre radiologue. Le diagnostic étiologique, il va être essentiellement à l'histologie. Déjà pour faire le diagnostic de fibrose rétropéritonéale, vous voyez que c'est quand même pas une biopsie extrêmement facile à faire, mais les bons radiologues savent le faire. Et il va permettre d'éventuellement retrouver la cause, soit juste de la fibrose, soit l'association notamment avec des syndromes lympho- ou myéloprolifératifs. Chez ce patient, en l'occurrence, on avait un syndrome des IgG4. Diagnostic original. Très à la mode. Voilà, les principales causes de fibrose rétropéritonéale, je vous ai repris ça dans une revue très bien faite belge, qui montre que vous avez un petit peu tout, des médicaments, des néoplasies, des infections, et puis le post-radiothérapie ou post-chirurgie, et puis plein d'autres choses qui ont été décrites dans des cas cliniques, étiologie rare pour une maladie rare. Le traitement, si vous avez l'étiologie, évidemment c'est plus facile, il faut le traiter l'étiologie. Souvent on l'a pas, je vous ai dit 2 tiers des cas inconnus, donc c'est plutôt une corticothérapie, parce que les néphrologues, quand on ne sait pas, on met des corticoïdes, 0,5 à 1 mg/kg pendant une durée indéterminée, généralement assez prolongée, tant que les gens ont l'air de récupérer. Certains ont essayé d'autres immunosuppresseurs, notamment le tamoxifène, mais évidemment aucune étude randomisée là-dessus. Le traitement il est surtout la chirurgie des complications, c'est des patients qui ont des gigies ou des néphrostomies, parfois à vie parce que la fibrose ne régresse pas. Et puis, dans quelques cas, des choses un petit peu plus compliquées d'un point de vue chirurgical, comme l'urétérolyse ou la réimplantation urétérovésicale, mais pas si simple à faire dans cette ambiance fibrose. L'évolution, elle va être variable selon l'étiologie et la précocité du traitement. Vous avez vu que c'est un diagnostic difficile à faire parce que une insuffisance rénale qui va s'aggraver très progressivement, et du coup des malades qui ne sont pas forcément très dilatés. Si ça régresse sous corticoïdes, c'est évidemment de meilleurs pronostics que si ça progresse, mais ça peut récidiver notamment à l'arrêt des corticoïdes, ou plutôt des corticothérapies prolongées. Et le pronostic va évidemment dépendre de la cause de l'atteinte rénale et des autres atteintes éventuelles. Donc pour résumer le cours, devant toute insuffisance rénale aiguë, il faut rechercher une obstruction qui va résulter d'une obstruction bilatérale ou unilatérale sur rein unique plus ou moins fonctionnelle si vous avez un rein bilatéral, si vous avez une fonction rénale parfaitement normale avant. Ça se diagnostique sur une dilatation des cavités pyélocalicielles à l'écho. Attention à quelques cas sans dilatation. Il faut dériver les urines en urgence et prévenir le syndrome de levée d'obstacle en surveillant la diurèse et le lénogramme urinaire en apportant du sel et rapidement du potassium et qui sont plus hypercanémiques. Je vous remercie. Des questions? Merci. Oui. Est-ce que vous connaissez
d'insuffisance rénale obstructive. Parfois, nos urologues nous disent ça a l'air chronique, le patient a pas mal, du coup, je peux le faire dans 2-3 jours, sa dérivation des urines. Moi, ça me pose souci. Si la montée s'accélère, je pense qu'il ne faut pas accepter de 3 jours, ça va très vite. Hein. On peut avoir des lésions très rapides. Après, des lésions chroniques de fibrose, je pense que ça met plus de temps, mais si la créate est élevée, il ne faut pas accepter de 3 jours, c'est mieux, je pense. Dans les modèles animaux, ça va vite, n'empêche. Ouais, la fibrose, quand on fait un nœud sur les urtères, ça va très vite. Ouais. Est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs de la récupération de la fonction rénale? Je pense que le seul facteur prédictif, c'est si vous avez une créate avant, si vous savez de combien vous partez, et puis de la durée d'évolution, mais souvent vous ne savez pas très bien la durée d'évolution, et vous n'avez pas toujours une créate avant. Mais il n'y a pas de... Quand le malade arrive brut comme ça aux urgences, à ma connaissance, pas de facteur prédictif. Est-ce que l'atteinte rénale dans la fibrose rétropéritonéale est seulement liée à des mécanismes urologiques ou est-ce que les artères rénales sont aussi impliquées? Alors, les artères rénales, moi j'ai jamais vu de fibrose rétropéritonéale qui engainait les artères rénales, mais ça doit exister, on ne voit pas pourquoi. Par contre, ça dépend de l'étiologie. Il faut avoir un syndrome des IgG4 avec une atteinte rénale associée, pas que la fibrose, sarcoïdose, d'autres. Donc, selon l'étiologie, vous pouvez avoir des atteintes rénales autres que l'obstruction. Autre question? Non. Très bien. Donc le professeur Éric Rondeau s'avance majestueusement vers Votre maître à tous. le bureau. Il va donc nous parler de la nécrose tubulaire aiguë, qui donc est différente de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Je dis ça pour... Je sais pas ce que c'est. Liquen, Ira,